Vous êtes, mesdames et messieurs, sur NCA, la nouvelle chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité politique sur le continent. 5 novembre 2024, la 60e élection présidentielle américaine voit élu l'ancien président américain Donald Trump. Son mandat débutera le 20 janvier 2025 et s'achèvera le 20 janvier 2029. Mais quelle peut être pour l'Afrique la portée de l'élection du 47e président des États-Unis d'Amérique? 3 brillants intellectuels africains avec moi pour en parler. Professeur Pierre Dagbo Godé, vous êtes professeur des universités, vous enseignez le droit et les sciences politiques à l'université de Cocody à Abidjan. Vous êtes un diplômé de la prestigieuse université américaine. Vous êtes par ailleurs avocat au barreau de Côte d'Ivoire, auteur de plusieurs livres, dont La diplomatie africaine, théorie et pratique, publié aux éditions L'Harmattan. Un deuxième livre, sa version française, va paraître en décembre prochain. L'Afrique dans les relations internationales mondialisées. La version française donc paraîtra en décembre prochain, publié chez Gallimard. En tout cas, merci professeur d'avoir accepté notre invitation pour décrypter la portée possible de l'élection de Donald Trump pour l'Afrique. Patrick Mbeko, vous êtes géopolitologue, écrivain, vous aussi, auteur de plusieurs livres, dont, entre autres, Le Canada dans les guerres en Afrique, Le Canada et le pouvoir Tutsi au Rwanda, Stratégie du chaos, Guerre secrète en Afrique centrale et votre tout dernier livre a pour titre Malheur aux vaincus, publié aux éditions Dubois-Riss, et c'est cette année que c'est paru. Merci Patrick Mbeko d'avoir accepté notre invitation. Au plaisir. Claude Wilfried Ekanga, vous êtes politologue. Vous avez été, ou du moins vous êtes très engagé dans la vie politique au Cameroun. Vous militez depuis des années aux côtés de l'opposant camerounais Maurice Kamto pour une alternance démocratique au Cameroun. Vous êtes vous aussi écrivain. À votre compteur, 2 livres, Tu dois t'impliquer, le récit d'une folle campagne. Et vous êtes aussi l'auteur d'un deuxième livre, Le village d'Inen, auto-publication. Merci Claude Wilfried Ekanga d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir à chaque fois. Professeur, commençons cette émission par une question simple. Dans les années 70-80, l'Afrique a connu une floraison d'intellectuels engagés qui écrivaient beaucoup de livres. Nous avons tous été abreuvés au livre de nombreux intellectuels africains, Bernard Dadier, Ferdinand Oyono, Kamara Lai, Saint-Ben Ousmane, Henri Lopez et beaucoup d'autres intellectuels qui façonnaient la pensée politique en Afrique. Aujourd'hui, on a l'impression que l'Afrique est orpheline d'intellectuels engagés. Vous êtes très rare, vous qui prenez encore la parole et qui comprenez encore les enjeux. Comment l'expliquer, professeur? Écoutez, chaque génération a ses écrivains. Nous pensons que les pionniers ont déjà diagnostiqué tous les problèmes de l'Afrique. Maintenant, il s'agit de passer à l'action. Et c'est l'action qui, aujourd'hui, pose énormément de problèmes. Mongo Betty, Kamara Lai, Henri Lopez, etc. écrivaient une histoire de l'Afrique dans la modernité, l'Afrique post-coloniale. Mais aujourd'hui, nous sommes dans une société mondialisée où l'Afrique a son rôle à jouer. Et ce rôle est d'abord l'affaire du leadership africain. Et quand on regarde, il y a eu beaucoup d'avancées. Il y a quand même eu beaucoup d'avancées. L'apartheid est tombé en Afrique du Sud. Aujourd'hui, l'Éthiopie, le Kenya, le Nigeria, ce sont des pays qui ont des croissances économiques qui avoisinent les 6%. Absolument. En Afrique du Nord, le Maroc, qui s'en sort très bien, l'Égypte, etc. Il y a des puissances africaines qui émergent, mais en même temps, il y a aussi d'autres pays qui sont encore englués dans les problèmes de consolidation de l'État. Je pense à la Guinée, voilà, je pense au Burkina Faso, au Mali, pour parler des pays de l'Afrique de l'Ouest francophone. En Afrique centrale, on a encore le dinosaure qui a du mal à se consolider. Je parle de la RDC.
Nous pensons qu'il y a eu du chemin parcouru, mais en même temps, il y a beaucoup de choses encore à faire et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler. Absolument, on aura l'occasion d'en parler. Patrick Mbeko, c'est toujours un honneur, une fierté de recevoir des Africains qui prennent encore la parole et qui écrivent des livres qui sensibilisent le reste du continent. Le professeur l'a dit, il reste beaucoup de choses à faire, mais on sent à notre époque que le débat public semble être pris en otage par des activistes, des journalistes instrumentalisés qui essayent de façonner une jeunesse perdue. Comment vous arrivez? Quel est le regard justement que vous portez sur cette réalité, sur ce phénomène-là qui appauvrit intellectuellement le continent d'une certaine manière? C'est vrai, vous avez totalement raison et je suis d'accord avec le professeur. Il y a, de mon point de vue, une forme de sécheresse intellectuelle dans la pensée stratégique sur le continent, au regard des enjeux auxquels nous sommes confrontés, parce que les enjeux sont énormes. Et quand on voit, j'ai l'habitude de dire aux gens, même dans mes conférences, on produit davantage de pensée stratégique sur l'Afrique à l'extérieur du continent que sur le continent. Ce qui pose problème. Alors, vous avez parlé du rôle des activistes. Les activistes ont leur raison d'être. Ils doivent être là. Le problème qui se pose, il ne faut pas non plus opposer les activistes à des universitaires. Certains sont universitaires, justement. Oui. Le problème qui se pose aujourd'hui est qu'il y a une forme d'intelligentsia aussi qui ne joue pas son rôle. Il y a une certaine intelligentsia africaine qui ne joue pas son rôle. Et celle qui essaie de jouer son rôle est parfois dans ce que je dirais le mimétisme. Et on reproche aux intellectuels africains de ne pas aborder les questions du continent avec une certaine rigueur et de manière détachée des pensées qui sont extra-africaine. Et ça, c'est un reproche qui est fait à juste titre aussi. D'où la nécessité d'écrire le travail que nous faisons. Je pense qu'il y a des gens qui écrivent, mais est-ce que nos médias aussi s'intéressent à ces gens-là? Est-ce qu'on les met en avant? C'est vrai. Et ça, c'est un autre problème aussi, parce que je pense qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de la pensée fast-food. On produit vite, on fait du bruit, et puis c'est fini, on passe. Mais la profondeur de la réflexion stratégique, elle fait défaut sur le continent africain, et la responsabilité, elle est d'abord celle de l'intelligentsia, mais aussi des gouvernants, parce que nous n'investissons pas beaucoup dans la recherche. C'est très important de le dire. Quand moi, je regarde ce qui se passe à l'étranger, quand vous faites de la recherche sur des questions internationales, vous êtes frappé par la documentation qui existe sur l'Afrique, en dehors de l'Afrique, en Occident, qu'en Afrique même. Pourquoi? Parce qu'on n'investit pas, parce qu'on estime peut-être que ce n'est pas important. Et la conséquence est que nous ne sommes pas capables d'anticiper face à des enjeux qui nous concernent dans un monde, globalisé qui est en perpétuel mouvement. Et donc, je crois aujourd'hui que si je dois conclure à ce niveau-là, il y a une responsabilité qui est partagée. Je crois que les pouvoirs publics doivent accorder une importance essentielle à la science, à la recherche scientifique. Et nos universitaires doivent aussi s'impliquer de manière sérieuse dans le débat et non être soit la courroie de transmission des réflexions qui viennent de l'étranger ou des pouvoirs en place qui ne sont pas nécessairement intéressés à l'avancée de la science. Beaucoup le font. Le professeur en fait partie. Je l'ai dit, il est l'auteur de l'Afrique dans les relations internationales mondialisées. C'est très important. Et ce livre, et nous attendons sa parution en décembre. Vous y développez sans doute des idées novatrices et éclairantes pour nous les Africains. Tu dois t'impliquer. Le récit d'une folle campagne, je l'ai dit, tout comme d'ailleurs le professeur qui est un responsable politique ivoirien. Vous aussi, vous êtes un engagé politique au Cameroun. Quel est le regard que vous avez justement sur cette sécheresse intellectuelle qu'évoquait Patrick Mbeko? Donc, en fait, c'est simple. Nous sommes au XXIe siècle et il y a des pensées qui ont été élaborées et qui sont atemporelles, comme celle de Frantz Fanon qui dit qu'il est du devoir de chaque génération de découvrir le devoir qui est le sien, la mission qui est la sienne, et maintenant de choisir entre la réalisation de cette mission ou alors le renoncement. Je paraphrase dans l'optique d'une meilleure pédagogie. Donc, concrètement, cela veut dire que quand on regarde dans un passé récent, tout ou presque a déjà été écrit sur l'Afrique par les Africains, de manière à ce qu'on pourrait poser la question, est-ce que la problématique est sur la production de la pensée elle-même ou sur l'application de la pensée qui a été produite précédemment et qui peut-être n'a pas été concrétisée? Vous avez mentionné beaucoup d'auteurs et je suis d'accord avec vous. Je me réfère d'ailleurs aux deux brillants penseurs qui sont avec moi ici. Il y a ce livre qui va paraître aux éditions Gallimard dans quelques semaines, L'Afrique dans les relations internationales mondialisées. Ça veut dire qu'il n'y a
pas tant que ça de sécheresse intellectuelle. Les 3 livres qui sont sur la table sont plus ou moins contemporains, mais quand bien même ces livres-là n'existeraient pas, on peut déjà regarder qu'est-ce qui a été écrit avant et est-ce que cela a été implémenté. Est-ce que le problème vient du fait qu'on n'écrit pas à nouveau ou ce qui a été écrit n'est pas appliqué? Je prends l'exemple sur le plan anthropologique. Vous avez les écrits du professeur Obenga sur l'origine commune des populations africaines qui remontent à l'Égypte antique. Sur le plan de la monnaie, vous avez au Cameroun M. Tchinjiang Pouemi qui écrit Servitude et Liberté. Vous avez Cheikh Hamid Oukan en Afrique de l'Ouest qui parle de l'aventure ambiguë, la dualité entre la pensée occidentale et la nôtre. Et maintenant, peut-être que le 21e siècle demande des générations d'aujourd'hui d'appliquer déjà ces réformes-là. Sur le plan monétaire, par exemple, chez nous en Afrique centrale, nous sommes encore sous le carcan monétaire extérieur, alors qu'une pensée a déjà été produite à cet effet. Donc, au-delà même de la littérature, il faut qu'on se dise que l'intellectuel n'est pas seulement celui qui produit de la littérature intellectuelle. L'intellectuel, c'est aussi celui qui, par ses réalisations concrètes, par son pragmatisme sociopolitique, applique pour l'amélioration de la société des éléments qui ont déjà été pensés antérieurement. Revenons donc à l'élection de Donald Trump, professeur. Vous connaissez très bien les États-Unis, vous connaissez très bien le jeu politique américain, professeur. Et Dagbo Godet, je l'ai dit, vous avez étudié là-bas, vous êtes un diplômé d'Harvard. Le 5 novembre, les Américains élisent Donald Trump. Suite à une élection incontestable. Barack Obama lui-même, en le félicitant, dit « La démocratie, c'est aussi accepter que nos idées ne triomphent pas toujours. » Ils sont donc capables du pire comme du meilleur, ces Américains, professeur. Oui, mais écoutez, vous savez, l'Amérique, c'est une grande université, c'est une université à ciel ouvert. Voilà, donc il ne faut pas être surpris. Je pense que il y a beaucoup de problèmes en ce moment aux États-Unis, l'inflation, le chômage, etc. À un moment donné, et c'est ce qui a été à l'avantage de Donald Trump. C'est ça. Pour lui, America First. America First. Voilà, il faut revenir aux fondamentaux de la politique, il faut s'occuper des populations, il faut revoir les infrastructures vieillissantes, etc. Alors que Kamala Harris, non seulement elle arrive en retard dans la campagne, c'est ça. Voilà, elle arrive vraiment en retard, pas Joe Biden. Est resté quand même trop longtemps. Elle est comme le remplaçant de la vedette de l'équipe, vous comprenez. Donc elle arrive en retard et ça, il fallait franchement faire du maraboutage pour qu'elle gagne. Elle ne pouvait pas. Elle était trop en retard. Vous étiez certain oui, qu'elle allait perdre. Donald Trump. Oui, parce que Donald Trump, vous prenez même dans la communauté black. Oui. Dans la communauté blanche, tout le monde voulait de Donald Trump. Malgré le chantage de Obama qui disait aux Noirs, c'est une trahison si vous ne votez pas républicain. Oui, mais parce que les gens sont confrontés à des problèmes réels. Oui. L'Amérique, tout le monde veut travailler. Everybody needs a job. Tout le monde veut travailler, faire le boulot. Vous comprenez? Donc, je pense que non, Trump, c'est d'ailleurs une leçon pour nos États africains. Il faut d'abord que la politique soit l'affaire des populations locales. C'est ça. Avant de se lancer dans les aventures internationales. Et je crois qu'il a même dit, comme ça dans sa campagne, qu'une fois que je serai élu, la guerre, j'aurai 24 heures pour me faire la guerre. C'est ça, on parlera... Voilà, c'est dire que la priorité, en tout cas dans un contexte de mondialisation, c'est d'abord assurer le bien-être en interne de ces populations avant de s'engager à l'extérieur. Ce que dit le professeur, c'est très intéressant. C'est tout le débat. C'est même le débat qu'on a en Afrique. Voilà, je suis content que mon collègue parle du professeur Maurice Kamto. Parce que ça a été ça, le grand débat que nous avons eu en son table, le professeur Maurice Kamto. À quel moment on reste intellectuel universitaire et à quel moment on s'engage dans l'arène politique? Moi, j'ai fait le choix parce que j'ai été pendant longtemps conseiller des princes. Vous comprenez? Vous voulez faire toutes les propositions, vous écrivez tous les rapports, etc., mais ils ne les appliquent pas. À partir de ce moment-là, il y a un moment où vous dites, écoutez, si je ne peux pas les faire, vaut mieux que je me jette à l'eau, au moins je pourrais faire passer mes idées. Donc c'est un peu ça la problématique. Donc Trump, aujourd'hui, c'est le renouveau de l'Amérique. C'est l'Amérique qui revient à ses sources. L'Amérique qui veut redevenir la grande puissance qu'elle était, en commençant d'abord par sa politique interne avant de se projeter en international. Ce que dit le professeur est d'autant plus intéressant qu'un article paraît récemment dans le New York Times qui dit « L'élection de Trump est l'expression d'une fronde, d'une grogne et d'un désamour politique des Américains vis-à-vis de l'élite politique, intellectuelle
et médiatique qui a commencé depuis quelques années et qui vient exprimer et qui vient d'atteindre son apogée. Mais il précise que ce n'est pas un phénomène spécifique aux États-Unis. Cette fronde existe, ce désamour politique existe entre les peuples et leurs dirigeants partout dans le monde sous différentes formes. Le professeur vient de le dire. Est-ce qu'on y fait souvent attention en Afrique? C'est la bonne question parce qu'en réalité, tous les observateurs avisés savaient que Trump allait passer. Le problème, c'est que le cartel médiatique, les universitaires, on a refusé de regarder la réalité en face parce qu'on ne voulait pas de Trump. C'est ça la réalité. En fait, il se passait en 2024, c'est ce qui s'est passé en 2016. C'est ça. En fait, c'est ce que les gens oublient, c'est que Trump est arrivé, personne ne voulait voir qu'il y avait un problème. Il y avait une fronde au niveau de ce qu'on appelle l'arrière-pays, l'Amérique profonde. On a refusé de voir ça parce qu'on était face à un candidat qu'on présentait comme étant fantasque, qui était atypique un peu. C'était un candidat un peu étrange. Trump, il est assez controversé. Oui. Et donc, les gens se sont limités aux controverses au lieu de s'attarder sur le message simpliste qu'il présentait à la population et qui rencontrait ses besoins, ses véritables besoins. Donc, en 2016, on a eu le même problème. On a refusé de voir ça. Et je rappelle qu'en 2016, après l'élection de Trump, le directeur de rédaction, je crois le directeur du New York Times avait fait une lettre ouverte pour demander pardon aux Américains. Pour dire qu'on n'a pas voulu écouter l'Amérique profonde. Oui. Et donc, en 2024, on se retrouve devant les mêmes problèmes, d'autant plus qu'en plus, en 2024, on a eu la Covid est passée par là, l'inflation et tout ça. Mais Trump on peut discuter des politiques ou des résultats de la politique économique, socio-économique de Joe Biden. Il n'en demeure pas moins que Donald Trump a eu un message qui était simple pour la population américaine. Quand dans des régions américaines où des usines ont fermé, vous venez raconter votre vie à la population, on ne vous écoute pas. Quand il dit, moi, je veux remettre les usines ici, je veux taxer les Européens, je veux taxer les Chinois, c'est à cause des Chinois, les gens comprennent mieux. Oui. Et vous avez parlé aussi de ce décalage entre les élites et tout ça, et puis le petit peuple, entre guillemets. Mais on le voit aussi dans le vote américain. Qui ont voté pour Trump et qui ont voté pour Kamala Harris, qui ont voté pour le parti démocrate. C'est les gens de ce qu'on appelle la classe supérieure, entre guillemets, face au petit peuple, ce qu'on disait les Américains, des zones rurales et tout ça. Et en fait, cette fracture-là, elle est réelle. Maintenant, je pense que nous sommes arrivés à un moment de l'histoire où il faut maintenant que les universitaires, ou ce qu'on appelle élites, puissent écouter ce que dit la base. La base, c'est la population, donc le peuple profond, dans l'Amérique profonde. C'est très important. Et ce que vous venez de dire, Claude Wilfried Ekanga, avant de parler de l'impact de son élection, parlons de l'état d'esprit de l'homme. Vous l'avez dit, il dit, je veux un repositionnement géopolitique, je veux protéger l'industrie américaine, je veux protéger les emplois américains, je veux une sécurité économique et je veux lutter contre l'immigration. On voit un dirigeant qui est soucieux du bien-être de ses compatriotes, qui se fixe des objectifs avec comme but satisfaire ses compatriotes. Dans la symbolique, qu'est-ce que ça nous dit comme état d'esprit au regard de certains de nos dirigeants sur le continent? Bon, déjà, à l'intérieur de la société américaine, ça nous renvoie à la question qu'on a posée en première partie de l'émission. Qu'est-ce qu'un intellectuel? C'est ça. La population américaine a montré qu'en termes d'intellectualisme, elle est plus armée, plus aguerrie que les élites de Harvard et du MIT. Parce que la population américaine a su là où se trouvent ses véritables intérêts. L'establishment est venu auprès des populations les moins favorisées avec un discours sur le wokisme, le féminisme et beaucoup de trivialités qui ne remplissent pas le panier de la ménagère. Pendant que Donald Trump leur dit « Je suis au courant de ce qui vous tracasse au quotidien. Je suis au courant de ce qui vous prive de sommeil. » C'est la concurrence déloyale, notamment avec nos soi-disant partenaires européens. Les droits de douane étant à mes yeux et à vos yeux aussi relativement bas, je vous propose une augmentation des taxes douanières pour que, par exemple, un pays comme l'Allemagne, sur ses véhicules, n'ait plus d'excédent commercial sur notre sol et que les produits américains soient consommés prioritairement. Outre le positionnement géopolitique qui était surtout une idée de Joe Biden,
Donald Trump, lui, il est plutôt dans le renoncement à l'interventionnisme compulsif. C'est ça. Les États-Unis ne doivent plus être le gendarme du monde, il n'en veut pas. America First, tous ceux qui ont placé leur paradigme environnemental en premier lieu ont toujours brillé à travers l'histoire. Même Marcus Garvey, dans un contexte panafricain, disait Africa First. Poutine, par exemple, défend la Russie en premier et Donald Trump arrive et il dit America First. Aucun Africain normalement constitué n'aurait un problème avec le America First. Et c'est pour ça qu'auprès des Latinos, auprès des hommes noirs, auprès des Arabo-Américains, à la surprise soi-disant générale, mais moi comme vous, monsieur, je n'étais pas surpris du tout. Je l'ai d'ailleurs écrit sur ma plateforme il y a environ 4 mois dans les réseaux sociaux où j'ai dit la probabilité que Trump perde est inexistante. C'est-à-dire parce que la lecture des événements nous montrait qu'il est dans l'état d'esprit que partage la population. La population, savoir, la majorité. Ça nous intéresse, nous d'abord, et non l'idéologie de nos proximités avec les Européens. Bien sûr, actuellement c'est très important. Et cet aspect, nous allons insister là-dessus tout à l'heure, évoquant justement l'Afrique, la diplomatie africaine. Vous avez écrit un livre là-dessus, et celui que vous avez écrit sur les relations internationales, tout comme l'impact géopolitique de son élection pour l'Afrique. Nous marquons une coup de pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. Tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Deuxième partie de notre émission consacrée à l'impact possible, à la portée possible de l'élection de Donald Trump, le 47e président des États-Unis d'Amérique. Pour l'Afrique, mes 3 invités sont toujours avec moi. Professeur Dagbo Godé, nous l'avons brièvement évoqué dans la première partie de notre émission. Trump, à partir de janvier, redessine, si on veut, la géopolitique mondiale. Il fait face à la Chine sur le plan commercial, en tout cas par rapport au déficit commercial. Il se désintéresse un peu des Européens, les rares amis qu'il a, c'est Viktor Orban en Hongrie, Giorgia Meloni aux États-Unis, en Italie, pardon, et il veut mettre fin à la guerre en Ukraine. Nous, on se positionne comment par rapport à tout ça? Écoutez, la diplomatie américaine en Afrique est très faible, oui, parce que l'Amérique n'a jamais, d'une façon générale, pris à bras le corps les relations américano-africaines. Voilà, donc c'est une diplomatie marginale, mais en même temps, elle a des intérêts géostratégiques dans l'est de l'Afrique, avec le Kenya, avec le Rwanda et un certain nombre d'États. Ils sont en train de s'installer chez vous, non? Oui, une base militaire, dans une base militaire en Côte d'Ivoire. Vous savez, les Américains, la diplomatie américaine, c'est d'abord l'installation des bases militaires. Il y a eu déjà Africa Corp, mais comme ils ont eu des problèmes avec les États du Sahel, donc ils sont repliés sur le Bénin, sur la Côte d'Ivoire. Sur le Bénin, sur la Côte d'Ivoire. Mais d'une façon générale, l'Amérique, en dehors de la politique de America Growth Opportunity of Africa, l'AGOA, ils ne font rien d'autre là-bas. Donc, ils sont plutôt portés, la diplomatie américaine, c'est plus vers le Proche-Orient, vers l'Europe, etc. Mais je pense que c'est à nous, Africains, de susciter l'intérêt de notre continent. Je pense que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas réussi à faire le pont entre les Afro-Américains et l'Afrique. Ça se fait de façon sporadique. Certains viennent s'installer au Ghana, d'autres vont s'installer en Afrique du Sud, au Libéria, etc. Mais peut-être que notre génération, qui, en tirant les leçons du passé, il faut consolider ce lien. Et on le voit, par exemple, il y a une dizaine d'années, on avait lancé un projet à l'université de Lincoln en Pennsylvanie, l'université d'ailleurs d'où était parti Kwame Nkrumah, Revival Panafricanisme.
Et c'est un projet qui a été porté, supporté par des universitaires noirs américains. Et ce n'est pas un hasard qu'il y ait eu un regain du panafricanisme partout dans le monde, parce que, surtout en Afrique, il y a eu un travail de fond qui a été fait. Et je me réjouis même qu'aujourd'hui, ce soit un Africain, un Ivoirien, d'ailleurs, le professeur Lagoké Gervais, qui est la chaire du département sur l'histoire du panafricanisme à l'université de Lincoln. Donc il y a tout un travail qui est fait et je pense qu'avec Trump, nous, ce qu'on retient, c'est que on espère ne pas avoir une intervention brutale, comme ça a été fait à l'époque d'Obama en Libye. Voilà. On espère que nous allons faire ce que Montesquieu appelait le doux commerce avec les États-Unis pour en tirer le maximum de profit. Voilà. Mais en dehors de cela, les relations interétatiques, il n'y a pas grand-chose avec la On restera observateur du remodelage géopolitique. Non, on ne peut pas être observateur, nous y sommes. Et nous avons nos intérêts, mais il faut veiller à nos intérêts. Il faut veiller. Oui, absolument. C'est très important. Moi, excusez-moi, par exemple, la question de la RDC, la question du Rwanda, ce sont des choses qui nous interpellent. Oui. Parce que l'agenda de la paix pour 2063, cet agenda, il faudra bien qu'on fasse de l'Afrique un continent exemple de guerre. Et ça, c'est un objectif de l'Union africaine que nous devons supporter. Rwanda, Malheur aux vaincus, 1994. 2024, c'est le dernier livre que vous venez de sortir, Patrick Mbeko. Avant de parler des conséquences géopolitiques pour l'Afrique, parlons concrètement de la guerre en Ukraine. Il dit, en 24 heures, je vais mettre fin à cette guerre. Comment doit-on s'imaginer la chose? Il dit à Zelensky, tu te calmes, Poutine va prendre les territoires déjà conquis, on va te soutenir un peu militairement pour sécuriser un peu le reste du territoire. C'est ce qu'il va lui dire, ou bien comment veut-il mettre fin à la guerre? Il y a une chose chez Trump, c'est que d'abord, il faut savoir une chose, c'est que Trump, on oublie, mais Trump n'est pas un homme politique. C'est un homme d'affaires qui applique des préceptes financiers et économiques à la politique. Donc son approche, elle est transactionnelle. Et on le voit clairement dans tout ce qu'il a eu à faire dans son premier mandat. Et on le voit quand on l'écoute parler de son prochain mandat qui va commencer. Ça va être la même chose. Alors, par rapport à l'Ukraine, oui, on parle de dire à Zelensky de lâcher prise. Mais en réalité, les démocrates aussi l'avaient déjà compris. À la seule différence, c'est la différence d'approche. Mais les Américains, pour eux, l'Ukraine, c'était déjà fini. Parce qu'en fait, en réalité, la question ukrainienne, Zelensky n'est qu'un objet. Excusez-moi de dire ça comme ça. Le conflit ukrainien, c'est un conflit entre les États-Unis et la Russie, disons l'OTAN et la Russie, par Ukraine interposée. Donc l'Ukraine n'était qu'un détail dans cette histoire. Et je rappelle, parce que je suis aussi en train d'écrire un livre sur la géopolitique mondiale, c'est le Sud global contre l'Occident collectif. Absolument. Et donc, depuis 2022, août 2022, il se discutait déjà au niveau des États-Unis, on discutait aux États-Unis du fait qu'il fallait penser à céder une partie du territoire ukrainien à la Russie. Et je dois rappeler que... Déjà en 2022 2022, août 2022, moi je l'ai découvert dans les documents que j'ai consultés. Sauf qu'on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'à l'époque, ce n'était pas à la mode. Mais on discutait déjà de ça parce qu'au niveau de Washington et du département de la Défense, il y a des stratèges qui savaient que de toute façon, ça n'allait pas passer. Tout le discours sur la victoire de l'Ukraine relevait vraiment d'une... C'était utopique, tout le monde le savait. La Russie est une puissance nucléaire, les États-Unis sont une puissance nucléaire, les deux s'entendent. Et d'ailleurs, quand les Russes parlent de la question ukrainienne, ils ne s'adressent pas à Zelensky, ils parlent au maître américain. Et donc, pour les démocrates, la question était réglée. En fait, la problématique était réglée. La question était de savoir comment on sort de là. Et Trump lui dit, moi je règle 124 heures, tout ce qui va se passer maintenant, ce sera de ramener les uns et les autres à la raison. Selon Trump, ramener à la raison, c'est de dire à l'Ukraine, de manière réaliste et pragmatique, que vous avez perdu des territoires que vous n'allez plus récupérer. Le Donbass et la Crimée. Oui, mais nous n'allons pas pouvoir continuer à vous soutenir parce que ça nous coûte cher. Donc l'homme d'affaires qui réfléchit, qui dit que la guerre coûte cher, c'est ça. Même si ça rapporte au département de la Défense, à certains groupes privés, il n'en demeure pas moins que le peuple américain ne va pas faire dans cette histoire-là. Donc, ce sera une approche pragmatique de la question. Et de mon point de vue, l'Ukraine va céder parce que Zelensky l'a dit il y a 4 mois, que nous devons faire des choix difficiles, y compris peut-être penser à céder une partie de notre territoire. Il ne l'a pas dit comme ça, je paraphrase peu, mais c'est ce qu'il a laissé entendre. Donc, tout le monde sait que Zelensky sera amené à céder une partie des territoires occupés par les Russes. La vraie question est de savoir comment les choses vont se passer. C'est la sortie de crise
qui va être négocié. Mais les termes, de mon point de vue, tout est déjà bouclé sur ce point-là. La question de la sécurité collective entre l'OTAN et la Russie, la question du Donbass, tout ça est déjà réglé de mon point de vue. Il y a un dernier développement. Joe Biden, visiblement, semble autoriser désormais Zelensky a fait usage des ça missiles, ne changera rien. Des missiles longue portée pour Ça atteindre... ne changera rien. Il y a eu beaucoup d'annonces comme ça. Hein. Vous vous rappelez des chars Abrams qui allaient changer? Ça, c'est de la communication. Mais la réalité, quand vous lisez les documents américains, vous comprenez très bien que pour les Américains, la partie était jouée. Et je rappelle une chose, il y a un rapport de la Rand Corporation sur lequel les États-Unis se sont basés pour faire la guerre à la Russie par l'Ukraine interposée. Dans ce rapport de la Rand Corporation, ce think tank dit ceci. Il faut faire attention parce que si nous attaquons la Russie, c'est un rapport qui date de 2019, il dit si nous attaquons la Russie, nous réussissons à la casser à travers les sanctions, c'est une bonne chose. Mais si ça ne marche pas, le contre-coup est que l'Ukraine pourra perdre une partie de son territoire. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Donc pour les États-Unis, il n'y a rien de nouveau. Et comme je vous dis, depuis août 2022, à la Maison-Blanche, on était déjà persuadé que l'Ukraine n'allait pas récupérer les territoires occupés par la Russie. Et en 2022, la Russie occupait 20% du territoire ukrainien. Et donc, de mon point de vue, Trump, c'est l'approche de Trump qui va être différente, mais au niveau des termes, je pense que rien ne changera. C'est le même regard que vous avez sur la suite de cette guerre. Absolument, parce que je pense que comme vous et comme monsieur le professeur, sans vouloir se jeter des fleurs, je pense que si on retrouve nos écrits et nos publications d'il y a quelques mois, voire quelques années, nous avions déjà écrit que les territoires pris par la Russie ne seront jamais rétrocédés. Et il était d'ailleurs possible de trouver cette conclusion en 2019 parce que l'Ukraine annexée depuis 2014 n'avait pas été... Pardon, la Crimée annexée depuis 2014 n'avait pas été restituée à l'Ukraine. Le Donbass n'allait pas revenir dans l'escarcelle de Kiev parce que déjà ce sont des populations à majorité russophone, parce que de deux ce sont des populations qui se sentaient flouées par le gouvernement de Kiev qui n'avait pas respecté les accords de Minsk, et aussi parce que évidemment l'Ukraine était simplement le proxy de l'establishment démocrate aux États-Unis qui voulait encore pousser l'OTAN vers l'Est dans une optique d'encerclement de la Russie qui n'a pas vraiment de sens aujourd'hui vu qu'ils sont par exemple présents en Turquie et dans les pays baltes. Donc en fait, il était évident depuis le départ, Zelensky aurait été intelligent qu'il aurait compris qu'il vaut mieux y appliquer les négociations qui se sont faites sur un terrain pacifique en 2014 et 2015 plutôt que de se dire comme un petit enfant que dans un affrontement frontal, permettez-moi le pléonasme, avec Vladimir Poutine, il en ressortirait quoi que ce soit de positif pour l'Ukraine. Ça nourrit l'industrie militaire américaine, ça nourrit l'industrie d'exportation américaine et les sanctions contre la Russie ont plutôt orienté les importations européennes, notamment énergétiques des pays comme l'Allemagne, venant des États-Unis, ce qui a renfloué les caisses américaines et dont ce n'était ni politiquement, ni militairement, ni économiquement viable pour ces pays-là. Maintenant, vous avez Donald Trump qui, malgré les quelques avantages économiques que cela peut apporter aux États-Unis, pèse dans la balance, vous l'avez dit fort opportunément, monsieur, ce n'est pas un homme politique, c'est un businessman. Pour lui, le monde est un marché. Et donc, à chaque fois, il prend sa balance, il pèse et il dit, qu'est-ce qu'il en ressort pour nous? On a dit, MAGA, Make America Great Again. Est-ce que dans l'intervention en Ukraine, il en ressort quelque chose qui grandit l'Amérique ou alors est-ce que nous perdons au change? Ils se rendent donc compte que les 100 milliards, voire plus, que les États-Unis de manière très régulière envoient à l'Ukraine, ça pourrait servir à rebooster l'économie américaine. Quand il a pris, vous savez qu'actuellement, monsieur Elon Musk est pressenti pour être le ministre de l'efficience gouvernementale. Absolument, on en parlera dans la troisième partie de notre émission. Et justement parce qu'il veut du pragmatisme à l'intérieur. Au sein de l'OTAN, par exemple, dans le grand organisme, sur les 31 pays de l'OTAN, au niveau du budget de la défense, les États-Unis qui consacrent 3,5% de leur PIB au fonctionnement de l'OTAN se rendent compte que ça représente à eux seuls 70%. Et quelqu'un comme Donald Trump a toujours trouvé que c'est absurde parce qu'ils sont 31. Ça. Ils sont 31 à l'intérieur et 22 sont des pays européens. Et sur les pays européens, il n'y en a que 9 qui respectent les minima de 2% du PIB qu'ils doivent contribuer dedans. Or, les États-Unis, c'est 3% et demi. Et donc, ces éléments, quand Donald Trump vient au pouvoir maintenant, il est clair qu'il va démanteler cela.
Et ce n'est pas parce que M. Joe Biden a autorisé, soi-disant, les missiles longue portée il y a quelques heures. En fait, c'est le poisson qui frétille une fois sorti de l'eau. Il s'agit bien plus que quand il était dans l'eau, mais c'est en fait le signe qu'il est en train de mourir. Il n'en a plus que pour... C'est un animal qui agonise avant de mourir. Oui, il n'en a plus que pour quelques temps. Donald Trump arrive au pouvoir en janvier. Et ce qui va se passer, c'est que soit ce sera le statu quo et il va dire à Volodymyr Zelensky, moi je vais te couper les vivres, puisque c'est le carburant qui permet à l'Ukraine de penser qu'elle tient tête à la Russie. C'est Washington. Et donc, à partir du moment où le robinet financier est coupé, soit Zelensky fait des concessions en léguant les oblasts de Donetsk et de Lugansk, plus la Crimée évidemment, soit il essaye de faire cavalier seul, ce qui serait une folie incroyable, et il perdra même ce qu'il possède encore actuellement. C'est très clair, Claude Wilfried Ekanga, professeur Dagbo Godé, vous êtes l'auteur de la diplomatie africaine, théorie et pratique. On était en train de parler de l'Ukraine. On se souvient, oui, mais c'est l'Europe qui sort perdante dans cette histoire. C'est l'Europe qui perd. Oui, dans cette histoire. Elle s'est appauvrie en armement en envoyant tout bien ça. Bien sûr, même pas seulement en armement, même son aura dans le monde, avec ce double standard. Voilà, regardez comment l'Europe a été foutue dehors dans le Sahel. Voilà, quand vous écoutez les dirigeants du Sahel, ils disent, mais quand on leur demande des armes létales, ils disent qu'ils ne peuvent pas nous les donner, mais ils en ont donné à l'Ukraine. Et voilà, donc l'Europe est dans une sorte de diplomatie ambiguë qui fait qu'aujourd'hui, l'arrivée de Donald Trump va encore ternir l'image de l'Europe auprès du Sud global, pour utiliser votre expression. Mais c'est intéressant, professeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous vivons une époque charnière où chacun doit se prendre au sérieux, doit se faire respecter. Dans tous les cas, le XXe siècle, le siècle de l'Afrique. Ah oui, ça... mais on n'en voit pas encore les prémices. Ah non, écoutez, il y a beaucoup de choses. Si vous permettez, allez-y. Parce que le professeur a dit quelque chose de très important. Il y a un élément qu'on sous-estime aussi dans la décision de Trump d'intervenir. Au-delà du fait qu'il y a des milliards qui rentrent dans les coffres du Pentagone, du complexe militaire-industriel, il y a un autre élément qu'on ne prend pas en considération et que Trump a relevé dans ses discours. C'est l'hégémonie des États-Unis. Ah oui. Et Trump a compris très rapidement que cette guerre-là, au-delà de l'aspect économique ou financier qu'on peut traiter, fait du mal aux États-Unis. À l'aura des États-Unis. Je dois rappeler que les États-Unis, après la Seconde Guerre mondiale, ont mis en place le système international actuel. Ce sont eux qui ont créé l'ONU, les Nations Unies et toutes les institutions en place. Et dans l'optique américaine, le monde, c'est un peu leur arrière-cour. C'est comme ça que les États-Unis ont conçu leurs relations, leur rapport au reste du monde. Et on le voit quand on lit les documents d'archives que je suis en train de consulter du département d'État. Des réunions qui ont eu lieu à partir de 1941 sur la structuration du monde de l'après-guerre, les années 40. Et donc, aujourd'hui, avec la guerre en Ukraine, en 2 ans... Ils ont perdu en fiabilité. Ils sont en train de tout perdre. Et même l'hégémonie du dollar, quand la guerre a commencé, ils ont imposé des sanctions à la Russie. Ils ont saisi les actifs russes. Ils ont sorti Moscou de SWIFT. Oui, tout ça. Mais Goldman Sachs a produit un rapport pour dire que ça va se retourner contre nous parce que les gens vont se méfier du dollar. Et Trump l'a dit, parce que l'hégémonie américaine repose en grande partie sur le dollar. De cette façon de faire travailler le monde, eux, ils ont la planche à billets, ce sont les autres qui payent pour eux. Et donc, si le dollar s'effondre, du jour au lendemain, les États-Unis peuvent se retrouver comme n'importe quel pays européen. Je caricature à peine. Parce qu'ils font payer aux autres. En fait, ils utilisent leur monnaie pour faire payer. Donc, quand il parle de sécurité économique mais et de il l'a dit, protection... parce qu'en fait, le problème, c'est que les gens ne se sont pas beaucoup intéressés à ses propos. Pour Donald Trump, cette guerre peut mener à une guerre nucléaire. Et donc, à l'effacement, pas seulement de la Russie, mais aussi des États-Unis sur la surface du globe, parce que les deux sont des puissances nucléaires. Deuxièmement, l'aura, l'hégémonie américaine, en a subi un coup. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui, on courtise tout le monde. Vous avez vu Joe Biden en Arabie Saoudite il y a 2 ans? Oui, malgré... Est-ce que vous avez... Et malgré ça, le jeune prince n'a pas voulu écouter, entre guillemets, les injonctions américaines, se rapprochant davantage de la Russie, en maintenant la production pétrolière artificiellement basse. C'est-à-dire que Trump comprend actuellement que cette guerre-là, au-delà de l'aspect militaire, elle abîme l'Amérique à un niveau insoupçonné. L'Europe a été chassée du Sahel, comme la France, on a vu comment la France a été chassée, mais les États-Unis aussi, du Niger. Oui, du Niger. Et donc, qui aurait cru ça? Qui aurait pensé à ça? Parce qu'en réalité, la diplomatie américaine, ce n'est pas le hard power, c'est le soft power.
Voilà. Et là, le SOP a pris un coup. Exactement. C'est-à-dire on ne les écoute plus quand ils parlent de démocratie et tout ça. Les gens disent, mais écoutez, ils parlent de démocratie, mais voilà ce qu'ils font en Ukraine, voilà la question palestinienne, le double standard, etc. Mais Trump, il en tire les leçons. Et professeur, on oublie sur la question africaine. Oui. Quand cette histoire a commencé, Kamala Harris a fait une tournée africaine pendant 9 jours. Les autorités américaines là, ne passent pas plus de 2 jours sur le continent. Ils vont là 2 heures ici, 3 heures là-bas, 9 jours. Et regardez le nombre de voyages des responsables américains sur le continent. Et la politique de Trump par rapport à l'Afrique, en fait, l'Afrique n'a jamais été délaissée. Ça dépend de comment on l'analyse. Depuis la guerre froide, en fait, les États-Unis, la politique américaine pendant la guerre froide était de sanctuariser des espaces géographiques pour éviter une ingérence ou une immixtion soviétique communiste. Ça, c'était ça. À la fin de la guerre froide, avec l'effondrement de l'Union soviétique, les États-Unis ont décidé de contrôler le monde comme ils l'avaient pensé depuis 1941 dans une équipe qui était constituée par Roosevelt, qui a travaillé avec Roosevelt sur l'après-guerre. Et donc, ils ont fonctionné comme ça, de sorte qu'ils ont chassé les Français de la région des Grands Lacs. Là. Cette histoire du Rwanda, du Congo et tout ça, c'était une chasse gardée française, entre guillemets. Ils ont chassé là-bas, ils ont occupé certains précarés. Exactement. Et donc, maintenant, avec la guerre en Ukraine, ils perdent tout. Et Trump fait quoi? Trump veut redorer l'image de l'Amérique sur le plan interne, mais il comprend aussi que redorer l'image de l'Amérique sur le plan interne revient à rehausser son aura sur le plan externe. Parce que c'est comme ça que les stratèges de l'après-guerre mondiale avaient pensé la stratégie américaine. Et c'est comme ça que, d'ailleurs, je veux m'arrêter là, ils avaient poussé à la décolonisation de certains pays africains. Non pas pour les aider à devenir libres, mais pour les intégrer au système américain au détriment des empires coloniaux européens qui étaient défaillants. C'est exactement ça. Mais professeur, très rapidement, vous dites que le 21e siècle sera le siècle africain. Là, on est en train de parler de l'Ukraine. On a parlé récemment de l'Ukraine. On se souvient, 3 chefs d'État délégués par l'Union africaine s'étaient rendus en Russie pour parler au président Poutine afin qu'il mette fin à la guerre. Mais on sait bien que personne ne les a écoutés. Et justement, vous qui avez écrit sur la diplomatie africaine, théorie et pratique, vous constatez bien qu'on ne se fait pas respecter. Non. Il y a une diplomatie africaine. Oui, notre diplomatie est faible. Oui, il y a une diplomatie africaine, c'est de l'Union africaine qui parle au nom de l'Afrique, même si chaque État, après, mène sa propre diplomatie. Mais notre diplomatie est faible pour la simple raison que notre leadership est faible. Voilà, donc il faut le consolider par des actes. D'abord, il faut que les pays, à l'Union africaine, tous les pays payent leurs cotisations, ça commence par là. Oui, déjà, il y a beaucoup d'États qui ont des arriérés incalculables aujourd'hui. Financés par la Chine, par l'Union européenne. Oui, mais maintenant, dans le livre que j'écris, dans l'Afrique dans les relations internationales mondialisées, il ne faut pas perdre de vue que nous avons la population la plus jeune au monde. Voilà. Mais quand si on comment va être respecté? Nos jeunes se sont... on a beaucoup de start-up qui se sont développés aujourd'hui en Afrique. Nous sommes présents dans les technologies de l'information, la communication. Vraiment, il y a beaucoup de choses qui se font en Afrique. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup, mais il y a cette volonté de ne plus tendre la main. Il y a cette volonté de profiter de la globalisation pour faire de l'Afrique un continent qui gagne. Donc aujourd'hui, nous savons que la modernité se construit dans la transformation des matières premières, c'est-à-dire l'industrialisation. Après l'industrialisation, les services. Et aujourd'hui, tout le monde est d'accord que nous avons les atouts pour y arriver. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants et je vous donnerai la parole. À tout de suite. NCA, la nouvelle chaîne africaine. Troisième et dernière partie de notre émission de Frontal, votre rendez-vous politique, dont le numéro de ce jour est consacré à la portée de l'élection de Donald Trump pour l'Afrique. Claude Wilfried Kanga,
Ekanga, vous l'évoquiez dans la deuxième partie de l'émission, Elon Musk, qui est pressenti pour être l'acteur de l'efficience américaine, en tout cas de l'administration de Donald Trump. Il dit, je veux moins de ministères, je crois qu'on est autour de 16 à peu près, et je veux de l'efficacité surtout, de la réduction de la dépense et de l'efficacité surtout. Oui. On a sur le continent des États qui ont 41 ministères. Oui, parce que chez nous, en fait, la fortune publique sert davantage à la jouissance des poches de particuliers. Quand un pays veut grandir, et c'est ce que font les États-Unis sous Trump, ils ont enfin compris ce que les prédécesseurs de Trump n'ont pas compris, les démocrates notamment. C'est le fait que c'est l'économie qui rend un pays puissant, le fameux soft power dont monsieur le professeur faisait allusion. Nous avons évoqué par exemple les présidents africains qui sont allés en Russie réclamer la cessation de la guerre en Ukraine pour que le blé puisse couler de nouveau à flot. C'est absolument ridicule, et c'est en ce sens-là que nous manquons effectivement de leadership. Lorsque, après la prise de la Crimée en 2014, la Russie s'est vue imposer des sanctions notamment sur les céréales, elle a endogénisé la production et elle est devenue le premier producteur mondial de céréales. L'Afrique est considérée comme le grenier du monde, plus ou moins la grande forêt dans la zone intertropicale au centre-sud de l'équateur permettrait de générer assez de nourriture pour nourrir les 1,5 milliard d'Africains. Mais l'Afrique se complaît dans une logique de production systématique de matières premières pour nourrir l'industrie des autres. Or, aux États-Unis, on procède autrement. Monsieur Donald Trump, qui est un homme d'affaires, regarde enfin le monde comme il est. Le monde est un marché. Les États-Unis, il ne faut pas l'oublier, sont ce qu'on appelle une thalassocratie, c'est-à-dire un pays qui dépend énormément également du commerce maritime. 12% des importations américaines proviennent de la mer, du commerce maritime, et environ également le même volume pour ce qui est des importations. Ce qui fait que quand on arrive justement avec un président comme Donald Trump qui remplace monsieur Joe Biden, on se met à calculer et on dit quels sont les pays avec lesquels nous réalisons des déficits? Quels sont les pays dont les marchandises qui, quand elles arrivent par la mer, sont vendues sur notre pays, plus ou moins en franchise de douane? Et il n'y a pas que les marchandises issues des grands pays comme la Chine, il y a aussi les pays africains. Je veux dire, au sein de l'AGOA, le fameux African Growth Opportunity Act, les États africains, certains États africains ont la possibilité de commercialiser certains de leurs produits sous certaines conditions, en franchise de douane ou alors en taxe douanière très réduite. Oui. Et même à ce niveau-là, Donald Trump, regarde, il y avait ce contentieux déjà en 2019 avec le Rwanda, bien sûr, où les taxes avaient été haussées sur les vêtements que le Rwanda exporte vers les États-Unis, ce qui fait que Paul Kagame aussi, d'une certaine façon, avait essayé de réagir en rehaussant aussi les rentrées douanières des produits américains. C'est ça le monde, en fait, dans la réalité. Le monde est un marché et on domine le marché mondial avec l'intelligence du positionnement économique. Les Américains sous Trump, et on a bien vu lors de son premier mandat, il n'a pas quitté le territoire africain dans des zones où les bases militaires étaient positionnées sur des circuits économiques intéressants, comme le golfe d'Aden au niveau de Djibouti. C'est-à-dire, à ce niveau-là, vous avez carrément près de la moitié du commerce mondial qui transite par là. Et ce n'est pas pour rien que là, au niveau du port de Doraleb, les Américains ont positionné près de 500 soldats. Et maintenant que la Chine s'est implantée et que la Chine s'est engagée à moderniser les infrastructures locales dans son projet des nouvelles routes de la soie, soit dit en passant, l'Afrique reste dans le terrain de jeu sur lesquels les autres s'amusent. Oui, les États-Unis avaient contre-attaqué en injectant un projet sur 3 ans de plus de 50 milliards de dollars. Et ce qui pourrait pousser Trump à être présent sur le terrain africain, c'est cet élément-là de se dire économiquement, la Chine risque de nous damer le pion. Je ne crois par exemple pas qu'il va essayer d'obliger le Niger à permettre aux Américains de revenir au sein de la base 201 d'Agadez. Ça ne l'intéresse pas beaucoup. Je ne crois d'ailleurs pas que si ça avait été lui qui était au pouvoir, on aurait eu une réinstallation au Bénin et en Côte d'Ivoire. Par contre, au niveau du positionnement économique, il est clair que voyant la Chine s'approprier plus ou moins le détroit de Bab el-Mandeb, le golfe d'Aden, la mer Rouge et le canal de Suez, il va essayer non seulement de maintenir la présence américaine là pour bien surveiller le transit des produits qui viennent, parce que c'est parmi les principaux partenaires commerciaux des États-Unis. Vous avez l'Inde, vous avez dans cette zone-là, vous avez l'Inde, vous avez la Chine, vous avez le Japon, vous avez même Taïwan avec cette problématique des semi-conducteurs. En attendant que petit à petit,
aussi, il relocalise la production de semi-conducteurs aux États-Unis. Donc, c'est une bonne vision qu'il a et c'est ce qui a permis à la Chine de devenir deuxième puissance économique mondiale. Et quand Donald Trump met Elon Musk là, c'est parce qu'il réalise que c'est un homme qui comprend le monde comme lui. C'est aussi un homme d'affaires. On a vu comment les actions de Tesla ont augmenté après l'élection de Trump d'environ 10 à 15%. Ouais. On a vu comment les entreprises SpaceX de Elon Musk ont réussi à rattraper le 13 octobre dernier le premier étage du lanceur Starship. Mais qui a conflit d'intérêts, ça ne pose aucun pourcent. En fait, actuellement, les autorités judiciaires sont en train d'étudier s'il n'y aura pas conflit d'intérêts ou non. Mais on sait qu'avec la nouvelle administration qui vient, tout ça sera bouclé. Ah oui, totalement. Et Elon Musk aura la main mise sur son ministère parce que le projet, en fait, ce à quoi il s'est engagé, c'est d'opérer une réduction de 30% de PIB. Du budget, tout en réalisant les mêmes exploits. C'est-à-dire, sur les 6 000 milliards de dollars du budget américain, il veut économiser 2 000 milliards de dollars, mais tout en réalisant la même force de prestation. Oui. Et pour conclure, ce n'est pas forcément un fantasme, parce que déjà, du point de vue de ces engins, on s'est rendu compte qu'à l'époque, quand les États-Unis ne dépendaient pas encore des fusées russes pour leur lancement, les fusées n'étaient pas, en tout cas les lanceurs n'étaient pas recyclables, ça coûtait beaucoup plus cher, il fallait remplacer à chaque fois les boulons, les pièces. Or aujourd'hui, avec SpaceX, on peut réutiliser la quasi-totalité des vaisseaux qu'on envoie dans l'espace, on peut les retrouver, on peut réaliser d'énormes économies là-dessus. Il a pu, en quelques instants, depuis son soutien à Trump après la tentative d'assassinat, pousser sa propre fortune à près de 300 milliards de dollars. Il est donc capable, de manière pragmatique, de réaliser ce qui est promis dans le fameux DOGE, comme il l'appelle, le Development of Government Efficiency, le département pour l'efficience gouvernementale. Et d'ailleurs, le DOGE, c'est une sorte de clin d'œil à sa propre crypto-monnaie, le Dogecoin. Donc le ministère même qui est créé est un clin d'œil à sa crypto-monnaie. C'est-à-dire, c'est un tandem excellent en matière d'économie. Et quand vous avez des Américains qui font du business, vous pouvez être sûr qu'ils ne vont pas transiger sur leurs intérêts. Ah, c'est sûr, ils ne vont pas transiger sur leurs intérêts. Et puis, c'est important, ça. Oui, mais nous. Oui, mais le problème, vous savez, et vous posez une très bonne question. Quand j'avais dit tantôt qu'il y avait une sécheresse au niveau de la production, j'avais dit au niveau de la pensée stratégique. Oui. Parce que c'est vrai, nous avons des gens qui sont passés avant nous, qui ont écrit des livres très importants que vous avez tous cités. Mais le monde a changé, l'Afrique change avec ce monde-là. Les nouvelles réalités, les nouveaux enjeux, les aspects géopolitiques et géostratégiques. Sur ce terrain-là, aujourd'hui, c'est pas vraiment par rapport à ça que je parlais de sécheresse intellectuelle, parce qu'il y a beaucoup plus de production, je dirais, intellectuelle sur le continent, à l'extérieur qu'à l'intérieur. Il y a plus de spécialistes exogènes sur exactement. Maintenant, ce que vous avez dit, par exemple, sur le positionnement de Trump en Afrique, c'est pas nouveau. Oui. En fait, la différence entre Trump et les démocrates, c'est la méthode. Ben, quand il s'agit d'hégémonie américaine, les démocrates et les républicains sont très bien. L'objectif est le même. Biden n'a pas changé la politique de Trump vis-à-vis de la Chine. Il est allé plus loin. Et Trump va encore aller plus loin. En fait, on est dans une sorte de changement dans la continuité. C'est au niveau de la méthode que ça change. La guerre froide, c'était quoi ? Préserver l'Afrique ou le reste du monde de la poussée communiste. Aujourd'hui, on s'implante sur le continent africain pour empêcher, pour contrer l'influence chinoise et même russe aussi. Et on oublie qu'au-delà de la Goa, Trump avait passé un autre protocole, si je peux l'appeler comme ça, Prosper Africa. On n'en parle pas beaucoup. C'est pratiquement pas connu. C'est des milliards d'échanges entre les États-Unis et le continent africain. Et donc, pour Trump, en homme d'affaires, il pense l'Amérique dans un monde qui est un marché, il positionne les intérêts des États-Unis en fonction des réalités de ce marché. En 2016, quand il a pris le pouvoir, le monde était différent de 2024. Et il sait qu'il sera obligé de se positionner sur le continent africain comme les États-Unis le font en Asie. Mais le problème, c'est que nous, notre rapport... Un marché. Non, mais le problème, c'est que nous avons pris l'habitude, nous sommes à la recherche permanente des maîtres. C'est le grand problème du continent africain. Pourquoi ? Parce que, justement, quand je parlais de la production, nous devons commencer à produire des réflexions sur les enjeux stratégiques du moment. Et nous sommes obligés de... Il y a des gens qui le font. Je sais qu'il y a des gens qui le font, mais ce n'est pas encore aussi important. Et c'est un domaine qu'on néglige beaucoup sur le continent africain. La production de la pensée stratégique. Oui, c'est devenu fondamental. Regardez, allez regarder tout ce que les États-Unis produisent sur la pensée stratégique américaine depuis la guerre en Ukraine. Vous allez être estomaqué
par le nombre de réflexions. Ils le font depuis 1920, quand ils ont créé les premiers think tanks. Allez-y. Non, je voulais donner un exemple. À Harvard, par exemple, ils ont développé un programme qu'ils appellent Leadership in the 21st Century. Yeah. Le leadership au 21e siècle. Mais c'est un vaste programme qui est financé à coût de milliards. Mais nous, on fait oui, pas les ça. gens ils anticipent sur le Exactement. leadership. Donc, nous devons. nous, on fait pas ça. Non, mais notre posture de victime, Voilà. ou de gens Donc, qui sont en perpétuelle recherche, des gens de qui réparation. vont non, mais on cherche des maîtres, on cherche un parapluie protecteur. Nous ne sommes pas capables, nos dirigeants en tout cas, de penser notre prospérité dans un cadre purement africain, en utilisant un paradigme purement africain. Aujourd'hui, c'est quoi? On a chassé les Français, les Russes sont là, c'est beau. Je ne dis pas qu'il ne faut pas jouer... Avoir des partenaires. Oui, je ne dis pas qu'il ne faut pas jouer sur des partenariats pour se positionner, mais encore faut-il avoir une vision très claire de ce que vous Absolument. voulez de vous-même Alors, et de votre prospérité. professeur. Oui, moi je suis optimiste quand même sur l'avenir de l'Afrique. Trump ne changera pas grand-chose de la politique américaine, ça c'est sûr, sur le continent. Mais aujourd'hui, nous avons dépassé le milliard. C'est un homme d'affaires, le marché, il est là. Oui, mais il se noie dans la Méditerranée. Oui, non, mais parce que, bon, ça c'est encore un autre débat. Mais oui. Un autre débat, mais ce que je veux dire, nous sommes quand même un grand marché aujourd'hui, et c'est un marché où il y a beaucoup de personnes à même de consommer. Vous comprenez? Et Trump, c'est un homme d'affaires. Il ne peut pas fermer les yeux sur le marché africain. Oui, mais en même temps, c'est consommer quoi? Consommer des produits venus d'ailleurs, professeur? Non, je veux dire, dans la mondialisation, on consomme au meilleur prix. Oui, mais c'est à nous de développer. Mais il faut qu'on consomme ce que nous produisons. Oui, mais ça, c'est. Nous produisons ce que nous consommons, professeur. Oui, mais nous en avons les capacités. Il faut maintenant. Il faut une vision. Il faut une vision. Voilà, c'est le mot. Il faut une vision. Il y a deux défis. Oui. Qu'il faut qu'on aborde dans cette troisième partie très rapidement. C'est la question de la nature de nos États. Nous sommes de petits États qui entretiennent en plus des rivalités inutiles. Regardez le rapport difficile, le voisinage difficile qu'il y a aujourd'hui entre votre pays et les pays de l'AES, par exemple. Mais ce n'est pas le seul exemple, il y en a beaucoup d'autres comme ça. Comment on est fort en restant de micro-États comme ça qui entretiennent des voisinages compliqués sans aucune politique commune sérieuse? Comment on fait? Non, je pense que le problème est mal posé. Il y a des micro-États en Europe. La Belgique n'est qu'un micro-État, le Luxembourg. Mais intégré dans oui, non, mais justement, image. c'est la question de l'intégration, peut-être chez nous, mais qui pose encore problème parce que, comme on le dit toujours, tout revient toujours au leadership. Chez nous, par exemple, en Afrique de l'Ouest, pour parler de la CEDEAO, voilà, bon, on a créé une organisation. Oui, non, mais la CEDEAO, des peuples marchent. Oui, des peuples, Voilà. Mais la CEDEAO des élites ne marche pas. Pour la simple raison que, comme l'a dit le professeur Mbeko tout à l'heure, il y a des gens qui sont toujours à la recherche de maîtres. Oui. Vous ne pouvez pas créer une organisation panafricaine comme la CEDEAO et puis prendre des ordres de l'extérieur. Ça, c'est impensable. Alors que vous avez la matière. Et moi, je le dis souvent, moi j'ai vu ici Nicolas Sarkozy à Paris-Dauphine, j'étais étudiant ici à Paris-Dauphine. Oui. Je l'ai vu là, à la café, on a discuté et tout et tout. Alors, Nicolas Sarkozy, je ne dirais pas que nous sommes de la même promotion, mais c'est tout comme. Oui. Voilà, et quand je le vois donner des ordres à un chef d'État africain, moi, je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, c'est à nous, honnêtement, c'est à nous de nous faire respecter. C'est ça. Voilà, par notre manière de faire. Par nos manières d'agir et de nous exprimer dans les conférences internationales. Et quand le collègue dit, par exemple, on va à une conférence en Russie et on sollicite à manger du blé, alors qu'on a tous les plateaux en Afrique où nous pouvons produire tout cela, non, il faut changer le leadership en réalité. Mais changer le leadership, c'est une prise de conscience. Et moi, je l'ai dit, par exemple, pour parler de mon pays, j'ai dit, ce qui manque dans un pays comme la Côte d'Ivoire, c'est une révolution culturelle. C'est-à-dire qu'il faut à un certain moment que nous pensions tous la même chose. Et c'est pour ça que le débat sur le panafricanisme est biaisé. Parce que les activistes ont tellement critiqué l'Occident que finalement, le problème devient inaudible. Ouais. Or, l'Afrique unie, c'est... Le cœur du débat, c'est en Afrique. Oui, parce que nous, on l'a vu ici, on était étudiants dans les années 80 à 90 ici en France, comment l'Union européenne a facilité les choses. Les étudiants belges venaient en vacances en France, les Français allaient en Italie, ainsi de suite. Mais chez nous, vous êtes membre de la CEDEAO, mais vous pouvez être membre de la CEDEAO sans jamais visiter un pays membre de la CEDEAO. Mais comment vous consolidez les rapports? Oui, c'est ça.
Vous comprenez? Et quand vous voyez, par exemple, comme on le dit chez nous, nos beaux-frères, les Camerounais, ils sont bien nombreux en Côte d'Ivoire, mais combien de Camerounais, combien d'Ivoiriens vont au Cameroun? Donc, on se connaît, mais on ne se connaît pas. C'est là le problème de l'Afrique. D'ailleurs, moi, je suis un peu... Laissez-moi, je voulais terminer sur le Congo. Moi, franchement, ce qui me choque sur le Congo, c'est que quand vous finissez de voir les concerts de Koffi Olomide ou de Ferrogola ou bien de Fally Ipupa, vous avez l'impression que tout va bien au Congo. Ouais. Alors qu'en réalité, moi, je pense que ça pose... C'est pour ça que je parle de la révolution culturelle. Parce que Myriam Makeba a porté la lutte contre l'apartheid. Ce que ne font pas les Olomide, les Fally Ipupa, les Ferrogola. On oublie souvent les compatriotes qui sont dans les difficultés dans l'Est. Oui, mais parce que on n'est pas solidaires. Non, mais si vous voyez ce qui se passe à Kinshasa, vous aurez l'impression que le Congo n'est pas en guerre. Oui, et c'est pour ça que par rapport à la révolution... Allez-y vite, il nous reste 2 minutes. D'accord. Je vous l'ai dit, par rapport à la révolution culturelle, il nous faudrait plutôt une révolution politique. Il faut que les peuples s'approprient le pouvoir politique. Je pense qu'on va faire en cette fin d'émission ce qu'on appelle une épanadiplose. On va terminer par là où on a commencé. Le peuple africain comprend mieux les enjeux de l'Afrique que leurs intellectuels, que leurs dirigeants. Quand vous parlez de l'Union africaine, par exemple, le financement déjà est un financement externe, et dans la matérialisation, vous voyez que la libre circulation des personnes et des biens ait encore un bras de fer permanent, ce qui est absurde quand on veut constituer un grand ensemble. Et on se complaît évidemment dans cette logique de chercher des maîtres, parce que l'une des entraves supplémentaires, c'est la volonté pour beaucoup de nos dirigeants de conserver leur pouvoir. Exactement. On l'a vu actuellement avec monsieur Félix Tshisekedi qui est en tournée dans le Haut-Katanga. C'est-à-dire, lui, en fait, il a évoqué la perspective de modification de la Constitution pendant que les sanctions américaines, par exemple, contre la Chine, vont faire aussi du mal à la RDC qui compte sur l'exportation de ces matières premières, notamment en Chine. Il comptait inaugurer une usine de zinc, je crois, à Lubumbashi actuellement. Or, c'est pas de l'usine de zinc dont on a besoin, fondamentalement. C'est après l'usine de zinc, on a besoin de l'usine de transformation du zinc pour produire et consommer le made in Congo. Et donc, on peut, même de manière indirecte, subir les conséquences des sanctions américaines, parce qu'on se voit comme, vous avez dit un marché, oui, mais un mauvais marché, un marché de consommation et un marché de production de la matière brute, parce que les dirigeants ont focalisé leur programme politique sur la question de la pérennisation aux fonctions. Et maintenant, les peuples qui veulent donc que les choses changent doivent, procéder par une opérationnalisation, une matérialisation de leur intellectualité en allant à la conquête de ce pouvoir-là qu'ils ont mieux compris que leurs dirigeants. Absolument. Merci. Merci. 10 secondes, dernier mot votre dernier mot en quelques secondes. Moi, je reste optimiste. Je crois que, comme l'a dit Wilfried et même le professeur, c'est que le changement qu'on observe aussi au niveau du continent africain, il y a une volonté de rupture. Non pas de la part des élites, mais de la jeunesse qui représente la majorité. Et pour moi, ça, c'est un objet d'optimisme. C'est un sujet d'optimisme pour moi. Vous êtes l'aîné autour de cette table. Votre mot de la fin en quelques secondes. Bon, je dirais comme Trump, Africa First. Il nous faut penser l'Afrique aujourd'hui, il nous faut réaliser l'Afrique, il nous faut imaginer l'Afrique dans les 10-15 prochaines années. Merci. Merci, professeur Pierre Dagbo Godé. Je rappelle que vous êtes professeur de droit, avocat au barreau de Côte d'Ivoire, auteur de La diplomatie africaine, théorie et pratique, publié aux éditions L'Harmattan, et d'Afrique dans les relations internationales mondialisées. La version française paraîtra en décembre. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Patrick Mbeko, auteur d'une dizaine de livres, dont celui-ci qui est paru cette année, Rwanda, Malheur aux vaincus 94-2024. On aura le temps de revenir sur les problématiques développées dans ce livre. Et notamment la question de la nature de nos économies, parce que ça aussi c'est une problématique importante. Claude Wilfried Ekanga vient de le dire, nous produisons pour les autres, nous sommes une économie extravertie. Nous produisons de la matière, nous envoyons nos matières brutes à d'autres, nous alimentons tout simplement d'autres économies, alors qu'il faut commencer par produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Claude Wilfried Ekanga, tu dois t'impliquer. Le récit d'une folle campagne, c'est aussi le titre de votre livre, et le village. Merci d'avoir participé à cet échange. Merci. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre émission. Le temps était court finalement, mais on se retrouvera pour aborder d'autres problématiques. En tout cas, merci d'avoir été nombreux à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de Frontal.